Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, bienvenue à BRB sur les ondes de CFAC 88.3. Nous venons d'entendre Jusqu'à l'Antarctique de Améthyste du nouvel album Au cœur de l'Antarctique. Chanson excellente, come on top 10, non, ça le mérite en sacrément là. Bon, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de Ocarina of Time, de la saga Legend of Zelda, pour célébrer la sortie de Songs of Time, album sorti par Nathan Sharp, Nate Wants to Battle, et qui se centre sur l'histoire de The Legend of Zelda. Album que je recommande énormément. Également, c'est un excellent album, et avec des chansons qui se basent sur différents points de l'histoire, comme par exemple le début, lorsque on quitte la forêt du début et tout ça, lorsqu'on rencontre la princesse Zelda, qu'on commence à faire un voyage dans le temps, les 7 temples et le combat contre Ganondorf. Par contre, le seul critique que j'ai à faire, et c'est vraiment bizarre, mais j'aurais préféré qu'il y ait une autre chanson avec Zelda à la toute fin pour conclure l'album et avoir une conclusion à l'histoire, parce qu'il me semble qu'il manque quelque chose, il me semble que c'est pas tout à fait satisfaisant comme album de juste terminer avec une chanson sur Ganondorf, de Ganondorf qui chante lui-même disant je veux être roi, mettons pas dans le sens du roi lion mais dans le sens maléfique et tout ça, donc pas tout à fait satisfaisant, mais néanmoins chanson excellente. Et nous allons d'ailleurs écouter Far Away avec Amanda Lee de l'album, suivi de Si je craque de Jason Bahada. Et en revenant, nous allons commencer cette petite aventure dans le monde d'Hyrule. Et je vous revois tout de suite après la pause. This was your home, but you've outgrown the room we can't grow. Si je reste pour la vie, jure-moi que tu le feras aussi. Nous venons donc d'entendre Far Away avec Amanda Lee de Nate Wants to Battle, plus spécifiquement de l'album Songs of Time, ainsi que Si je craque de Jason Bahada. Re-bienvenue à BRB. Nous parlons ce soir de The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui est le tout premier jeu dans la série Legend of Zelda à avoir été en 3 dimensions. Mais bon, je me suis assez attardé sur ce point-là lors du dernier mois, donc je ne parlerai pas du jeu en tant que tel. Pour les personnes qui ont peut-être attrapé cette émission lors d'une précédente saison, j'avais déjà parlé du jeu Majora's Mask, simplement parce que c'est un jeu auquel on pourrait en parler pendant des heures, tellement il y a du contenu, et donc je me suis questionné par rapport à Ocarina of Time, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus élégant d'une certaine manière du côté narratif que Majora's Mask, qui a beaucoup plus de personnalité, de contenu et tout ça. Et donc je me suis questionné qu'est-ce que je pourrais bien de quoi je pourrais bien parler, mais vu cette simplicité narrative-là, Ocarina of Time utilise l'archétype du héros. Donc cette première partie sera dédiée à toutes personnes qui sont intéressées à essayer à écrire en vous présentant le modèle de la narration du héros. Donc, premièrement, les différentes étapes, c'est l'appel à l'aventure, l'aide surnaturelle, le threshold, c'est-à-dire la limite entre le connu et l'inconnu. Après ça, c'est le début, le réel début de la transformation, de l'aventure, avec un aide, un mentor, avec des défis, des tentations, une révélation vers la moitié du cercle de la transformation. Après ça, on se rachète, on a un cadeau d'une déesse ou d'un dieu avant de retourner à notre point de départ. Donc, comme ça, c'est le cercle en tant que tel. Si vous voulez... si vous passez à écrire, il y a énormément d'histoires qui se sont basées là-dessus au travers de l'histoire. Donc, on peut voir que ça s'applique à Ocarina of Time. Simplement, la manière que le jeu commence, on incarne Link, qui est un jeune garçon Kokiri, qui se réveille un matin par une fée qui lui dit « Il faut qu'on y aille, le grand arbre d'écu, le Great Deku Tree, a besoin de nous voir. » Et donc, c'est tout simplement comme ça. L'aventure commence ainsi. Et un grand arbre qui parle, qui te donne une pierre spirituelle, c'est un être surnaturel aussi. Donc, tout de suite après, on a ça.
On quitte le village pour aller vers les plaines d'Hyrule. Donc, et c'est dans le jeu, et spécialement dans le jeu, c'est symbolisé d'une manière tout à fait claire. Parce que pour sortir du village, il faut passer au travers d'une espèce de tronc d'arbre qui a été vidé, qui amène à un pont et à un autre rond d'arbre qui est donc une double entrée, une double porte, comme on veut, mais d'une manière naturelle. Donc, c'est carrément la section sur le pont qui se trouve entre les deux portes, c'est carrément fait pour être une... Parce que threshold, ça veut dire une tranchée, mais la tranchée entre qu'est-ce qui a été connu pendant toute la vie du héros, c'est-à-dire le héros des Kokiri, et d'une certaine manière également la forêt perdue, Lost Woods, et la seconde où est-ce qu'on sort de là, tout d'un coup, c'est le nouveau monde qui a jamais été connu par la vie du héros, et même par la vie des enfants Kokiri qui ne sont jamais sortis de leur propre forêt. Donc, symboliquement, c'est assez présent. Ensuite, on a donc l'arrivée de Lied qui arrive avec la princesse Zelda que nous devons aller rencontrer à son propre château et qui dit « Ah, tu as de la pierre spirituelle, il nous en faut d'autres. » Et comme ça, ainsi, ensemble, nous allons pouvoir arrêter Ganondorf. Donc, c'est assez clair que c'est elle, l'aide principale du héros. Et pour ce qui est du mentor, eh bien, la seconde où on sort de la forêt, on rencontre un hibou qui nous parle et qui nous raconte quelque chose, et lorsqu'il a terminé de parler, son curseur se trouve pile sur voulez-vous que je répète oui à place d'être sur non. Donc on s'est tout fait avoir, on a réécouté l'entièreté de son message, on a cliqué B et tout le message a défilé. Bon, le mentor est présent aussi, c'est ce que je veux dire. Évidemment, après avoir voyagé dans le temps, il y a un autre mentor qui se trouve à être Roru, le sage de la lumière qui donne un médaillon et tout ça. Donc un autre mentor avec ça, un autre helper. Et un autre aide qui se trouve à être Sheik également, qui apparaît par la suite. Ensuite, avec les temples et tout ça, on arrive vers la fin où on a sauvé l'entièreté des sages. Et là, on a une espèce de récompense où on a accès au dernier château qu'on a vu depuis le tout début, qui se trouve juste à côté d'où on s'est réveillé après 7 ans. Et ainsi, le Triforce du courage se réveille en notre héros. Et ça, on a donc le cadeau de la déesse et du dieu avant de se faire retourner dans le temps par Zelda. Parce que beaucoup de personnes ont fait des jokes disant que Zelda, à place de nous embrasser ou quoi que ce soit, elle dit non, tu retournes dans le temps et tu t'en retournes et ça finit là. Et bien non, ça a une espèce de sens également du côté narratif, parce que selon l'histoire du héros, il y a un retour dans le début, et donc de redevenir jeune une dernière fois pour afin de revivre sa vie, ça aide, ça va plutôt dans cette espèce de formule-là qui a été désirée par les créateurs à Nintendo narratif. Donc, voilà. Il y avait également une autre formule que je ne pourrais pas vous parler également énormément, mais c'est en 8 phases où ça commence avec le confort. Ensuite, l'héros veut quelque chose, il décide d'y aller. Donc, c'est une situation qui n'est pas familière qu'il rencontre. On s'adapte à cette situation. On trouve l'objet qui va nous aider à s'adapter à cette situation-là, mais on paie le prix pour avoir cet objet-là ou cette habilité-là. On retourne à notre point de départ et on a maintenant la capacité de changer. Et ces trois états-là, c'est très important également de les connaître, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour l'entièreté de l'histoire. Par exemple, Link est confortable dans sa forêt, il veut les autres pierres parce que c'est les fait donner par le Great Deku Tree, décide d'aller à Hyrule, commence à chercher les pierres et tout ça. Il trouve, mais par contre, Ganondorf prend le contrôle du monde, donc il paie le prix du monde et tout ça. Il retourne, et après avoir découvert toutes les sages, retourne au château de Ganondorf pour finalement pouvoir rechanger le monde d'une certaine manière et retourner à son confort. Encore une fois, on a le retour. Donc, c'est quelque chose qui s'applique également. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ces 8 stades-là, c'est que ça s'applique non seulement à l'histoire complète, mais également à un personnage ou même à une situation. Parce que si on y pense, ça s'applique également au temple. Tu commences à être dans un temple, tu commences à te promener, tu as besoin de quelque chose, tu continues à explorer, tu cherches un objet, un nouvel objet qui va pouvoir t'aider, donc tu retournes aux places que tu n'as pas été capable d'accès,
tu as maintenant accès grâce à cet objet-là et donc tu as maintenant la capacité de changer, de progresser. Donc, c'est très très intéressant, ça s'applique à la narration et également au game design. Donc, voilà, c'est très pertinent et intéressant. Mais on va retourner en musique et cette fois-ci, ça va être qu'est-ce que j'ai encore de Edward VII, suivi de Shell de Nate Wants to Battle, également de Songs of Time et nous revenons donc tout de suite après la pause. Quand est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce que j'ai encore? Hey, kid with the golden nose, to have your body torn apart, will take your life in solo. Bonjour et bienvenue à BRB. Aujourd'hui, nous parlons de Ocarina of Time, The Legend of Zelda pour la Nintendo 64, qui a également fait partie de la Bundle Masters Collection, sortie sur la GameCube et refait pour la 3DS en 3D. Avant la pause, nous avons parlé de l'archétype du héros. Et bien, maintenant, après avoir écouté Qu'est-ce que j'ai encore de Edward VII ainsi que Shell de Nate Wants to Battle de son album Songs of Time basé sur l'histoire de Ocarina of Time, nous allons parler de la thématisation. Parce que je suis d'avis que Majora's Mask est probablement un des jeux de la Legend of Zelda les meilleurs. Si pas le meilleur. Quoique, je serais peut-être même prêt à donner ça à A Link Between Worlds pour la 3DS. Mais, s'il y a quelque chose que Ocarina of Time fait mieux que Majora's Mask, et même mieux que A Link Between Worlds, c'est la thématisation de ces différents donjons. Lorsqu'on y pense, surtout pour A Link to the Past, où les donjons se trouvaient simplement à exister à des parties spécifiques du monde, comparé à ça, les donjons dans Legend of Zelda ont une importance capitale, non seulement pour le narratif, mais également pour le monde. Je pense non seulement aux trois pierres spirituelles, où évidemment il y a le grand arbre d'Eku où on doit aller à l'intérieur, ou encore le grand Jabu Jabu, qui est le troisième donjon. C'est un grand poisson que nous devons explorer pour aller sauver la princesse Ruto des Zora. Donc c'est quand même assez bizarre que parmi tous les jeux, Ocarina of Time soit celui où nous devons aller à l'intérieur d'un être à 2 reprises. C'est pas comme si c'était l'autobus magique ou quoi que ce soit. Mais bon, ça commence vraiment à être intéressant. Ça, c'était mon micro. Après que le joueur, le héros, attende les 7 années et devienne plus grand et aide donc à faire les 7 prochains temples pour réveiller les 7 sages. Et ça commence tout de suite avec le sage de la forêt où, premièrement, le temple de la forêt est à l'intérieur même de la forêt des Kokiri, la forêt perdue. Donc, c'est à l'intérieur même d'un endroit où le héros a toujours connu. Donc, il doit retourner à l'endroit qu'il a quitté il y a 7 ans, maintenant méconnaissable par les personnes avec lesquelles il a grandi, et doit découvrir ce temple qui est resté caché pendant tout ce temps, alors qu'il a visité cet endroit-là au moins une reprise pour visiter son ami d'enfance, Saria. Et donc, avec un hookshot, on rentre dans le temple et il s'agit carrément d'un château hanté par des fantômes. C'est également là où on a notre première véritable rencontre avec Ganondorf, physiquement dans le gameplay, en combattant Phantom Ganon. Donc, dès le premier temple, on voit tout de suite qu'il y a énormément plus de sérieux, parce que même avec la musique, on peut voir et entendre et sentir que les temples sont beaucoup plus sérieux que les temples où on devait aller pour récupérer les 3 pierres spirituelles du courage, du wisdom, donc la sagesse, et du pouvoir. Donc feu, eau et forêt, je crois. Mais bon. Ensuite, il y a le deuxième temple, qui se trouve à être dans un volcan. Dans le volcan des Gorons que nous avons déjà visité, et où le héros a même été sacralisé frère de sang du leader de la tribu des Gorons. Donc, de retourner là et de voir que tout le monde a été kidnappé, tout de suite, ça continue d'investir le joueur et de lui dire « Ok, il faut que tu te dépêches, parce que sinon, ça va être ce peuple-là avec lequel tu as eu le temps de fraterniser qui va être qui va avoir un problème. » Et donc,
Voilà. Et même du côté physique, la première chose que l'on voit lorsqu'on sort du Temple du Temps, c'est au loin la forêt de la mort, Death Mountain, mais elle a quelque chose de très différent. Elle est sur le point de quelque chose, on ne sait pas trop en fait. Il y a une espèce d'anneau qui est l'anneau qui était gris, paisible auparavant, qui est devenu rouge sur le point d'avoir une éruption ou quoi que ce soit. Et donc, c'est la première chose que l'on remarque lorsqu'on sort dans ce nouveau monde 7 ans après. Et donc, c'est ainsi avec le deuxième temple qu'on peut enfin aider à régler ce problème-là. Donc, un autre truc qui a énormément d'importance. Il y a évidemment également le lac Ilia qui n'a plus d'eau, quoique ça, j'admettrais que c'est probablement le donjon le moins important du côté historique et du côté également de la thématisation. C'est probablement le plus faible. Ensuite, il y a le temple de la mort, le temple des ombres, qui se trouve à être dans un cimetière, dans le cimetière de Kakariko Village, donc que vous avez déjà visité pour avoir la chanson de la pluie et tout ça. Et à l'intérieur du temple, c'est vraiment là-dessus que le temple est vraiment le meilleur. On se promène et c'est une espèce de catacombe. Et sur les catacombes, c'est marqué des trucs comme l'histoire d'Hyrule est marquée dans le sang. Et c'est des choses qui sont jamais abordées dans le jeu, mais qu'il y a des petites phrases comme ça qui sont placées un peu partout qui nous aident à peut-être penser qu'il s'est passé quelque chose d'autre avant qu'on intervienne dans l'histoire, ou même entre le temps où on s'est fait endormir pour attendre pour devenir d'une âge plus mûr afin de pouvoir combattre Ganondorf. Et donc, c'est des trucs comme ça qui sont la raison pour qu'on utilise l'expression Nintendo Polish. C'est des trucs qui sont absolument inutiles à l'histoire, que beaucoup de personnes pourraient même manquer, mais qui apportent tellement une expérience qui est beaucoup plus grande avec le jeu. Donc, et finalement, la raison pourquoi j'ai choisi Shell, qui est la chanson que Nate a fait de le temple de l'esprit, c'est que c'est le seul temple où c'est un endroit qu'on n'a jamais visité. Et donc, lorsqu'on apparaît, et il est bien caché à part de ça, on voit une espèce de grande statue qui est juste là au milieu du désert et qui nous permet d'explorer. La seconde où on voit cette espèce de grande statue-là et qu'on se rend compte qu'on doit retourner à l'extérieur pour aller ouvrir un coffre, et donc on ressort à une autre partie du temple. C'est très imposant, c'est absolument magnifique, et donc voilà, l'entièreté des temples, sauf peut-être celui d'eau, sont absolument incroyables dans Ocarina of Time. Donc, la thématisation, important. Nous allons retourner en musique, cette fois-ci avec piste 1 de Galaxy, suivi immédiatement par Drowning de Nate Wants to Battle du Songs of Time. Donc, nous allons revenir tout de suite après la pause sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. À cause de toi, le ciel est comme un dance floor maléfique. À cause de toi, le ciel est comme un dance floor maléfique. You gotta see your lover land in shambles. You wanna pray, but you can see you're drowning. We're rising, falling to a different level. Et voilà, nous venons donc d'entendre piste 1 de Galaxy ainsi que Drowning de Nate Wants to Battle. Rebienvenue à BRB, et aujourd'hui nous parlons toujours encore contre l'envahisseur. Je suis en train de mélanger mes affaires. Et nous parlons de Ocarina of Time. Alors, avant la pause et avant même l'autre pause d'avant, nous avons parlé de l'archétype du héros, et avant la pause, juste maintenant, nous avions parlé de l'importance et de la manière dont Ocarina of Time arrive à thématiser ces différents temples, ces différents donjons. Maintenant, un autre point qui est très pertinent pour Ocarina of Time, qui est probablement un des points les plus mémorables du jeu, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé la chanson Drowning juste avant la pause, c'est-à-dire que c'est la chanson qui est utilisée pour le temple de l'eau, parce que bien que la thématisation en tant que telle du temple soit probablement une des plus faibles du jeu, je dirais, il y a quand même un élément qui est le plus mémorable. Et non, je parle pas du fait de changer les différents niveaux d'eau encore et encore pour essayer de trouver ou continuer à aller. Et le jeu est vraiment compliqué, c'est pas simple. Et je sais pas. Non, c'est pas le boss non plus. C'est Shadow Link qui fait son apparence la plus populaire dans ce donjon-là en tant que mini-boss. Et c'est, pour être tout à fait franc, ce n'est pas
la première fois qu'on voit le personnage de Shadow Link dans la série Legend of Zelda. Sa toute première apparition était dans Legend of Zelda 2, The Adventures of Link, où Shadow Link était le tout dernier boss du jeu. Donc, de passer à boss de fin de jeu à mini-boss, il y a eu une petite... il s'est fait descendre de quelques grades. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, et c'est surtout là-dessus qu'on parle aujourd'hui, c'est la symbolique dans ce cas-ci, de Shadow Link. Parce que, évidemment, ça tient surtout de la dualité, de l'importance de la dualité, qui est un thème qui est très important, qui est un des thèmes fondateurs quand on dit qu'il y a qu'on refait les 7 différentes histoires. Il y en a une en tant que telle qui se trouve à être sur le calque de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est-à-dire le bon et le méchant, la dualité. Et c'est un peu là-dessus que Shadow Link est basé. Surtout dans Legend of Zelda 2 Adventures of Link, où Shadow Link sort carrément du corps de Link et commence à l'attaquer afin de d'arrêter Ganon, la résurrection de Ganon. Dans ce cas-ci, Link traverse une pièce et qui semble être une oasis avec pas des hallucinations, pas des illusions, je vais dire illusions simplement pour formuler mon point. Et en se retournant, c'est là où on se rend compte qu'à la base d'un palmier, il y a une ombre qui nous attend. Il s'agit de Shadow Link. Par contre, du côté symbolique, il revient également dans Twilight Princess, ou dans une cutscene, on raconte comment il y avait eu un peuple qui avait utilisé la magie pour devenir plus puissant, presque aussi puissant que les déesses, et ce peuple-là a été envoyé vers l'ombre et tout ça. Mais c'est techniquement pas la même chose, parce que ce que Adventures of Link et Ocarina of Time tentaient de faire, comparé aux autres, c'est de carrément faire en sorte qu'il y a un personnage qui est le double maléfique du personnage principal, et qui est carrément le contraire, l'antithèse du héros. Et c'est pour simplement utiliser quelques exemples récemment qui ont été utilisés, récemment, quand même, il y a entre autres Scott Pilgrim vs. The World qui l'a utilisé, et il y a la série Terrain of Magical Expertise qui l'a utilisé. Et techniquement, même Dragon Ball, lorsqu'il se transforme en les gros primates et tout ça, c'est techniquement également l'antithèse du personnage qu'il était avant la transformation. Donc, c'est très très présent. Et la raison pourquoi est-ce que l'être humain est autant fasciné par cette histoire-là, c'est un peu comme... Parlons en fait du yin et du yang. Parce que c'est à peu près qu'est-ce que c'est. Parce que dans le cas de Shadow Link, c'est une entité qui a été créée à partir d'un corps premier, qui s'agit d'être celui du personnage principal. Et donc, bien que ce soit le contraire, il y a quand même un peu de bien dans ce personnage, et un peu du personnage principal dans cet ennemi-là, qui est d'ailleurs illustré comme étant un miroir parfait, puisqu'il a le nombre exact de vie que le personnage principal a réussi à accumuler jusqu'à maintenant. S'il n'a que pris les cœurs remplis à la fin des boss et tout ça, il aura ce nombre de cœurs-là. S'il n'en a pas pris, il n'en a que 3. Donc ça, c'est intéressant en tant que tel, mais bon. Donc il y a forcément un peu de bien en lui, mais ça indique également qu'il y a un peu de cet être maléfique-là en nous. Et c'est un peu ça qui, pas nous fait peur, mais nous angoisse un peu en tant qu'être humain. C'est pour ça que c'est une histoire qui continue constamment de réapparaître, comme j'ai dit, depuis Jekyll and Hyde, et même avant ça, des contes primitifs qui parlaient de cette dualité-là. Je pensais, entre autres, pendant que je faisais ma recherche, il y avait des contes amérindiens qui parlaient de l'ombre qu'on transporte et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est excessivement présent dans notre culture populaire et dans notre culture collective en tant qu'être humain. Wow, c'est devenu plus deep que je pensais. Donc voilà, Shadow Link, un personnage très intéressant qui a fait son retour dans Ocarina of Time et qui vaut absolument la peine d'en parler. Ceci dit, nous allons retourner une toute dernière fois
en musique avant ma petite conclusion habituelle. Et cette fois-ci, la chanson sera par l'artiste Sully de son nouvel album Dr. Lily. Et la chanson en tant que telle sera donc Ma Lily. Et je vous revois donc tout de suite après la pause et nous allons conclure cette émission. Moi, quand je cours, c'est que j'ai oublié au four un bon plat qui crame de mille feux entre la porte et le fond graisseux. Et voilà, c'était donc Ma Lily de Sully. Et c'est déjà tout pour notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Ocarina of Time est vraiment un des jeux les plus spéciaux qu'on a eu la chance d'avoir dans l'ère des jeux vidéo modernes, du moins de l'ère des jeux vidéo en 3 dimensions, c'est-à-dire depuis 1995. Certains diront que c'est un des meilleurs jeux qui a jamais été fait. Je ne suis personnellement pas d'accord, mais bon, il n'empêche que l'influence qu'il a eue, non seulement sur sa propre série pour les jeux qui le suivront, mais également pour le monde des jeux vidéo, c'est absolument incontestable. Ocarina of Time est un incontournable et continue à l'être pour tout gamer qui se respecte. Ceci dit, la semaine prochaine, pour passer à un autre sujet, nous allons parler de Civilization 5 pour honorer la fin de la série du dessous des cartes de notre gamer francophone préféré, le joueur du grenier, qui nous a fait une série qui s'appelle Le Dessous des cartes, qui présente donc sa série sa partie plutôt de Civilization 5 comme étant une série documentaire. C'est absolument excellent et la semaine prochaine, nous allons enfin pouvoir honorer ça avec même un top 10 des meilleurs moments de la série. Ne manquez pas ça, ça va être assez marrant. Également, la chanson de Dan Bull qui a été faite sur ce sujet-là, c'est-à-dire un rap de 6 minutes sur l'évolution de l'être humain qui a été fait en l'honneur de ce jeu-là. C'est absolument excellent, c'est absolument à ne pas manquer. Mais si dans les cas où vous les manquez, tous les épisodes jusqu'à un certain point sont disponibles sur la chaîne YouTube. La seule différence évidemment qu'il y a, c'est que les chansons ne durent que 10 secondes afin de ne pas avoir de problème avec le copyright et tout ça, mais la liste des chansons se trouve également dans la description de toute façon. Donc, si vous voulez réécouter cette émission-ci, si jamais vous êtes intéressé à réécouter l'espèce de partie où je parle du cercle parce que vous êtes intéressé à écrire et tout ça et vous aviez manqué certains tailles de tout ça, ça se trouve tout sur YouTube à BRBCFAC 88.3 sur YouTube. Ça ne pas manquer. Ça va être disponible à partir de la semaine prochaine. Et donc, l'élite du métal s'en vient en onde, mais avant cela, je vais vous laisser avec une petite dernière de Nate Wants to Battle de son dernier album. Il s'agit de Hands of a Thief featuring Sean Christmas. Il s'agit en fait de la chanson du Temple de l'Ombre. Donc, je vous laisse avec ça. On se voit la semaine prochaine.